Bande passante. L'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Éric Miguet. Il est celui par qui le psychodrame chez les Républicains est arrivé. Un homme politique de premier plan, prêt à élargir ses bases en acceptant des membres de la République en marche sur ses listes. Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, est la figure clé de ce début de campagne des régionales. Alliance, désunion, menace de retrait de son parti les Républicains, l'homme de 62 ans veut bousculer les codes, quitte à faire grincer des dents dans son propre parti, quitte aussi à se mettre en danger en vue des élections les 20 et 27 juin prochains. Le psychodrame des régionales, c'est le premier numéro de notre podcast Bande passante. Et pour en parler, pour décrypter les raisons de ce psychodrame, je reçois François Tonneau, chef du service politique à la Provence. François, tout d'abord, qui est Renaud Muselier ? Renaud Muselier, les Marseillais le connaissent parce qu'il a longtemps été premier adjoint de Jean-Claude Gaudin à la mairie de Marseille. Ensemble, ils ont commencé leur travail en 1995. Faut savoir que Renaud Muselier est un chiracien, pur jus, gaulliste. Son grand-père est le créateur de la Croix de Lorraine. Il a fait les Dardanelles, c'est l'amiral Muselier. Son père et une partie de sa famille ont été déportés dans les camps de concentration. Renaud Muselier, c'est quelqu'un qui a des convictions assez fortes et des lignes rouges à l'égard notamment de l'extrême droite. Et ceci explique aussi son comportement dans cette régionale. Un homme politique cabossé aussi. En avril 2008, il pense remporter très facilement la communauté urbaine de Marseille. Mais alors, pas du tout. Aujourd'hui, certains ont trahi. Certains ont menti à leurs électeurs. Certains se sont engagés dans un déni de démocratie. Il était persuadé d'avoir gagné la communauté urbaine. C'était à la suite d'une réélection de Jean-Claude Gaudin à la mairie de Marseille. Tous les signaux étaient au vert, croyait-il. Et peut-être par péché d'orgueil ou par petite trahison interne, il y a eu une énorme surprise au moment du vote, et c'est un socialiste à l'époque, Eugène Caselli, qui a été élu à sa place. C'est le premier psychodrame de la vie politique de Renaud Muselier. En 2012, nouvel échec cette fois-ci lors des élections législatives. Renaud Muselier se met en retrait, puis revient en 2014 à la faveur des élections européennes. Changement de cap, en 2017, Christian Estrosi lui cède le poste de président de la région PACA. Renaud Muselier se fait élire par une large majorité. L'élu semble se plaire dans ce rôle et annonce en avril dernier qu'il brigue un nouveau mandat. Il fallait trouver le moment. Je suis candidat aux élections régionales. Il a assez vite endossé le costume. Pour la première fois, il était président. Il s'est mis au travail et son bilan parle pour lui. 56% des habitants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur se disent satisfaits du bilan de Renaud Muselier selon un récent sondage. Donc aujourd'hui, il légitime, si vous voulez, sa candidature à sa réélection par ce bilan. Et puis son principal adversaire qui surveillait du coin de l'œil, Thierry Mariani, s'étant dévoilé, il fallait qu'il y aille. C'est une collectivité qui intéresse les partis politiques, François Tonneau ? Évidemment, d'autant plus que désormais, il n'y a que 13 régions en France métropolitaine. Donc on est loin encore du fédéralisme à l'allemande ou à l'espagnol, mais les régions ont pris un poids croissant dans la conduite de la nation, surtout que la tendance est quand même à la décentralisation. Pour ce début de campagne, tous les partis traditionnels se mettent alors en ordre de marche. Chaque parti présente sa ou son candidat, mais rapidement, on sent qu'il y a du rapprochement dans l'air entre Renaud Muselier et la liste de la République en marche, représentée par Sophie Cluzel. Il y a des doutes au départ parce que Sophie Cluzel, même si elle est marseillaise, même si elle est secrétaire d'État aux personnes handicapées, personne ne la connaît. Donc, et en plus, elle veut diriger une liste majorité présidentielle, donc essentiellement La République En Marche, qui n'a aucune implantation territoriale. Il faut savoir que la région, en plus Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est celle qui avait voté le moins pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle. Elle était, je crois que son score c'était 19%, soit 5 points de moins que la moyenne nationale. Donc c'est une région qui est clairement ancré à droite, donc c'est un challenge qui était très très difficile à relever. Qu'en pense Renaud Muselier ?
Lui, il avait rien contre. Ce qu'il voulait pas, c'était un accord d'appareil, parce que ça faisait trop politicien. Et il voulait pas d'accord entre les Républicains et la République En Marche. Bon, voilà, ça plaît pas du tout aux électeurs. Et le Rassemblement national aurait immédiatement surfé sur la combination. En revanche, lui, il faut savoir que Renaud Muselier, à la région, il a une majorité constituée de 8 formations politiques. Alors certes, ce sont des formations de centre droit, toutes, mais aucune ne lui a manqué lors des délibérations pendant 5 ans. Parce que dans les faits, en fait, il surfe déjà sur ce rassemblement avec les marcheurs dans un sens, Il ou ceux qui surfe sont pas, encore... il navigue, enfin, c'est son bateau, c'est son arche de Renault, si j'ose dire. Et celui qui va donner le top départ de cette fusion, c'est Jean Castex. Le Premier ministre fait alors une interview dans le journal du dimanche. Que dit Jean Castex ? Eh bien alors là, c'est quand même un coup de tonnerre parce que tout le monde s'attend à ce qu'il y ait des négociations et on pense que malgré tout, Sophie Cluzel fera sa liste et puis qu'il y aura un rapprochement dans l'entre-deux tours assez classique, une sorte de front républicain sans le nommer, avec Renaud Muselier. Et puis là, coup de tonnerre, Jean Castex dit non, on retire la liste de Sophie Cluzel, on fusionne. Un projet de fusion qui déclenche les hostilités chez les Républicains. De son côté, Renaud Muselier prend acte, mais continue de refuser les accords d'appareil. En revanche, sa famille politique, elle, ne l'entend pas du tout de cette oreille. Vous dire ce matin ma tristesse et quelque part un peu ma honte du spectacle qui est offert aux électeurs de notre région, aussi aux électeurs de la droite républicaine dans notre pays, sur fond de mauvaises et de petites combinaisons politiciennes. Aujourd'hui, Renaud Muselier a fait un choix. Ce choix, je le déplore, je le regrette, je le condamne fermement. Il fait un choix contre notre famille politique, mais aussi contre l'intérêt général. On vient d'entendre le député LR Éric Ciotti au micro d'Europe 1. Pourquoi est-il aussi remonté contre Renaud Muselier ? Il est remonté plus contre Christian Estrosi que contre Renaud Muselier en vérité, parce que il y a des antécédents très très forts entre les deux hommes, entre Ciotti et Estrosi. Mais au-delà de ces dissensions personnelles, il y a un problème de conviction. Éric Ciotti, il représente l'aile droite des Républicains, et quand je dis l'aile droite, c'est vraiment très à droite. Faut pas oublier que ce monsieur, il y a pas longtemps, a déclaré que, au fond, ce qui différenciait les Républicains du Rassemblement national, c'est la méthode de gouvernement, la façon de gouverner. Au fond, la vraie question, c'est est-ce que enfin va être actée cette déchirure ? On voit bien que chez les Républicains, et un sondage l'a montré, en gros, 48% des électeurs, les Républicains, se disent proches de ceux du Rassemblement national, quand 58% d'entre eux se disent proches de LREM. On peut se demander où sont ceux qui sont proches d'eux-mêmes, des Républicains eux-mêmes. On sent que ce parti est écartelé entre deux tendances lourdes, et comme il n'a pas de chef vraiment pour attirer les électeurs à lui, les électeurs s'en vont voir ailleurs. C'est un parti qui a besoin d'un chef, c'est un parti bonapartiste. Il a besoin d'un chef, il n'y en a pas, les électeurs s'en vont voir ailleurs. Finalement, François Tonneau, comment se termine ce psychodrame ? Ça se termine comme dans un vaudeville, avec beaucoup de claquements de porte, des cris d'orfraie, et puis au final, un Christian Jacob qui décide de maintenir le soutien à Renaud Muselier contre l'avis d'une partie de sa famille, mais sans vraiment trancher non plus. On est là, à l'arrivée, dans un grand éclat. Un grand éclat de voix, un grand éclat de porte, et puis pas grand-chose à l'arrivée, beaucoup de confusion. Et d'ailleurs, si l'on voulait vérifier que les Républicains sont en train de se déliter, là on en a un exemple magnifique, parce que le décor est en carton-pâte. On voit bien que ce jour-là, les Républicains sont démunis, ils ne savent plus quoi faire. Et à partir de là, chacun voudra faire un peu ce qu'il voudra. C'est-à-dire qu'on va avoir des ténors comme Bruno Retailleau, comme Éric Ciotti ou Nadine Morano dans l'Est crier au scandale, à la trahison. Et puis d'autres qui sont plutôt proches d'une ligne douce, proche de Renaud Muselier, qui vont dire un peu plus comme ça, je m'en vais, de toute façon, personne ne me dira rien. Donc c'est Christian Estrosi, par exemple, le maire de Nice, ou Hubert Falco à Toulon, qui se diront très peinés de faire ça, mais qui voient bien que leur parti n'est plus tenu. Derrière tout ce psychodrame plane aussi l'ombre d'Emmanuel Macron. C'est le président du parti Les Républicains, Christian Jacob, qui le dit. Il y a aujourd'hui effectivement une manœuvre politicienne d'En Marche, parce qu'encore une fois, ils font le constat d'échec de ne pas pouvoir conduire une liste, et donc ils sont dans des petites manœuvres. Il faut savoir les éviter et rebondir sur nos bases.
L'intérêt pour Emmanuel Macron, c'est de voir comment il peut faire exploser les Républicains à 1 an de la présidentielle et donc d'organiser son duel avec Marine Le Pen. Emmanuel Macron, c'est un peu comme Jacques Chirac en 2002 ou même comme François Mitterrand en 88 avec sa génération Mitterrand. Il a besoin de se renouveler, de renouveler la structure qui lui permet d'être porté au pouvoir. Les marcheurs, La République en marche, c'est une coquille vide depuis 5 ans. Et elle est incarnée uniquement par Emmanuel Macron. Et donc, il a besoin de l'élargir. Eux, ils appellent ça le dépassement. C'est très joli, mais c'est effectivement élargir sa base. Alors, il avait siphonné le PS en 2017. Depuis, il fait tout pour attirer les électeurs de la droite. Il a pris d'ailleurs beaucoup de ministres venant de la droite, y compris d'ailleurs ses premiers ministres. Mais il a besoin aujourd'hui d'attirer les électeurs. Donc, il siphonne. Et pour siphonner, il faut faire exploser. Donc il y a 2 stratégies, une qui est celle que l'on observe ici en Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui consiste à créer une alliance avec des élus locaux, à essayer de s'intégrer au terrain, au territoire, et à faire un peu comme un coucou, son nid dans celui de Renaud Muselier, qui a un bon bilan, et qui est quelqu'un qui est compatible. Et puis il y a une autre stratégie, celle des Hauts-de-France, on l'a vu, où là, il va imposer des ministres face à Xavier Bertrand, face à Marine Le Pen, voir un petit peu ce que les poids lourds vont donner entre eux et comment leurs phrases vindicatives peuvent faire exploser les Républicains aussi, puisque c'est le but. Fin de l'acte 1 de ce début de campagne des régionales mouvementées. L'acte 2 arrive à la faveur d'un sondage qui place le Rassemblement national en tête du premier et second tour des régionales. Cette fois-ci, La République en marche et Sophie Cluzel semblent ne plus avoir le choix. Ça va tout changer. En même temps, il y avait des négociations. C'est-à-dire que La République en marche, il y avait 2 idées qui s'affrontaient. Celle de Sophie Cluzel, qui consistait à dire il faut qu'on fasse notre propre liste, qu'on se compte, qu'on montre qui on est, et puis de toute façon, on se rapprochera de Muselier au second tour. Et puis celle d'Emmanuel Macron, qui est de dire non, on y va tout de suite, on fusionne tout de suite avec Muselier et on en profite pour fracturer les Républicains, ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, là-dessus, 2 sondages indique que Thierry Mariani, pour la première fois, serait en tête au premier et au second tour, quelles que soient les configurations. Avec ou sans l'AREM, avec une hypothèse de triangulaire ou de quadrangulaire au second tour. Donc là, panique à bord, à nouveau, panique à La République en marche, panique chez LR. Et Renaud Muselier qui dit, puisque c'est ainsi, moi, je dépose ma liste et vous verrez bien. Renaud Muselier tient parole, des représentants locaux de La République en marche se trouvent sur ces listes, mais le candidat respecte aussi son engagement pris auprès de son parti, les Républicains. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de députés, pas de sénateurs, pas de ministres dans les listes de Renaud Muselier. Je dis les listes parce qu'il faut savoir qu'il y a une liste par département dans la région. Il y a une liste dans les Bouches-du-Rhône, une liste dans les Alpes-Maritimes, etc. Et puis tout ça fera un panachage à la fin. C'est un scrutin un peu compliqué, à la fois proportionnel à majoritaire. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais toujours est-il qu'il y a des listes par département et que dans ces listes, Renaud Muselier décide d'inclure des marcheurs, mais pas de ministres ni de parlementaires. Alors forcément, ça fait des dégâts chez lui, parce qu'il est obligé d'exclure certains de ses colistiers parlementaires. On pense au député Julien Aubert du Vaucluse ou au sénateur des Alpes-Maritimes Philippe Tabarot. Donc forcément, ça arrange rien au niveau des tensions à droite, mais toujours est-il qu'il dépose sa liste en disant j'assume, je suis le patron, je fais ce que je veux. Et personne ne me dictera mes listes. Et il met Sophie Cluzel dos au mur aussi, dans un sens. Dos au mur, puisqu'elle, bien sûr, elle n'est pas incluse dans le deal, et elle se retrouve un peu seule, quoi. C'est-à-dire que si elle décide malgré tout de conduire une liste, ça ressemblera, selon les mots d'un de ses proches, à une mutinerie à l'égard d'Emmanuel Macron. Elle est coincée, ce serait des suicides, elle est obligée d'abandonner la partie. Conclusion, elle fait un communiqué de presse, c'est ça ? Elle fait un communiqué jeudi, pour dire qu'elle renonce et qu'elle soutient Renaud Muselier. On sent beaucoup d'amertume dans son communiqué de presse, puisqu'elle parle d'oukase parisien,
elle-même étant parisienne, on se doute que les oukases viennent un peu au-dessus d'elle, donc forcément d'Emmanuel Macron. Comment vous l'analysez, tout ce psychodrame, ces tensions, ces revirements, comment, avec un peu de recul en essayant, parce que c'est difficile, mais comment vous l'analysez ? Moi, je l'analyse comme la suite logique de 2017, où Emmanuel Macron avait commencé sa recomposition du paysage politique avec succès en mettant fin au clivage gauche-droite. Il s'est appuyé sur une structure, La République En Marche, qui en fait ne tient qu'à lui-même. On a vu que depuis, elle a eu un mal fou à s'imposer dans les territoires, à s'ancrer localement. La République En Marche a fait d'excellents scores aux européennes, mais sur les élections locales, de très mauvais scores. Aujourd'hui, il s'aperçoit que donc LREM ne lui sert plus à grand-chose, et donc il a besoin de renouveler son modèle. Mais ça d'ailleurs, c'est pas nouveau. François Mitterrand en 88, pour se faire réélire, il dépasse le PS et il crée la génération Mitterrand. Jacques Chirac en 2002, pour se faire réélire, il enterre le RPR et il crée l'UMP. Emmanuel Macron, s'il veut se faire réélire, il sait qu'il a besoin de dépasser La République En Marche, un outil obsolète, et donc il crée cette espèce de majorité présidentielle où il va tenter de faire venir des gens de la droite, des gens de la gauche. Dedans, il y a le MoDem, évidemment, il y a Agir, qui est plutôt la formation pilotée par Bruno Le Maire à droite, et puis il y a Territoire de Progrès, une formation dite de gauche, avec des députés LREM issus de la gauche. Bon, tout ça n'est pas très clair. Macron tâtonne, il cherche à élargir son spectre, et il faut quand même observer avec les enquêtes d'opinion multiples que le curseur politique des Français s'est quand même déplacé à droite. Pour des raisons liées à la fois aux pertes d'identité, au terrorisme, à l'insécurité considérée comme croissante, bien sûr à ces corollaires martelés par le Rassemblement national que sont l'immigration, la fermeture des frontières, etc. La France a viré à droite clairement, et Emmanuel Macron cherche à recomposer sa majorité en attirant surtout les électeurs de droite. Et donc là on est dans la logique de ça. Et s'il fallait conclure, on pourrait dire que la Provence-Alpes-Côte d'Azur est un laboratoire pour lui, pour tester un petit peu comment ce que ça peut donner, quoi, une alliance avec Muselier à bas coût, en sacrifiant une ministre d'un côté, et puis il verra ce qu'il en ressort, et tout ça, ça lui servira forcément pour 2022. Il lance les dés, il voit ce que ça donne. C'est un jeu, un peu dans un sens pour lui. Et la politique, de toute façon, n'est rien d'autre qu'un jeu. François Tonneau, l'analyse classique de ce genre de campagne très mouvementée entre la République En Marche et les Républicains est souvent de dire que ça fait les affaires du Rassemblement national. Est-ce vraiment le cas ? Mais évidemment, de toute façon, les sondages montrent que Thierry Mariani, aujourd'hui, s'il caracole en tête, c'est en partie grâce à cette tambouille politicienne que les gens ont appris à détester et avaient déjà rejeté globalement en 2017. Souvenez-vous du terme utilisé par Jean-Luc Mélenchon, le dégagisme. Les gens détestent ça. À gauche, les partis ont mis du temps à comprendre, mais commencent à le comprendre. On l'a vu avec le printemps marseillais, par exemple, où les partis se sont effacés au profit de collectifs citoyens, même s'ils continuent à tirer les ficelles, et même si aujourd'hui le maire est un socialiste pur jus. Mais bon, ils ont compris ça. Regardez les listes régionales. Ce sont des listes citoyennes, dirigées par un écologiste que personne ne connaît. C'est pas un reproche, d'ailleurs. À droite, c'est un peu plus compliqué. Et puis le Rassemblement national, lui, forcément, il tire profit de ce flou, en fait, parce qu'il est structuré. C'est plus du rejet ou de l'adhésion ? C'est un peu des deux, on pourrait dire. Moi, j'ai noté la phrase que m'a dite l'autre jour Valérie Lopi, une ancienne du Rassemblement national, qui est élue de Tarascon et qui monte sa liste parce qu'elle a quitté le Rassemblement national, a quitté le groupe, comme un tiers d'ailleurs des élus à la région. Preuve qu'au Rassemblement national aussi, c'est pas tout rose. Si un tiers des élus quittent le groupe, c'est qu'il y a dissension interne forte. Et Valérie Lopi me disait les électeurs voteront RN par défaut. Ce qui signifie qu'il y a d'abord du rejet des autres dans le vote du Rassemblement national avant d'avoir de l'adhésion. Après, c'est un parti qui a des valeurs, on les connaît,
Elles existent depuis Jean-Marie Le Pen, elles ont été adoucies, arrondies aux angles par Marine Le Pen, mais c'est un parti quand même dont on connaît l'essentiel des valeurs, on ne va pas revenir dessus, les frontières fermées, le souverainisme, une social économie avec un État fort, bref. Donc il y a quand même des valeurs, il y a quand même une adhésion. Mais il y a aussi un fort rejet. Et puis, il ne faut pas oublier que le Rassemblement national surfe aussi sur l'actualité. Pourquoi, selon l'IFOP, Thierry Mariani gagne 5 points dans les sondages entre le mois d'avril et le mois de mai? C'est aussi lié à une actualité qui est celle des faits divers, qui est celle de la policière assassinée, l'agent administratif assassiné à Rambouillet, du policier tué par un dealer en service à Avignon. D'ailleurs, Thierry Mariani, il a commencé sa campagne où? À Avignon. Merci François Tonneau pour ce décryptage de la campagne des régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous le dire et à vous abonner sur nos différentes plateformes.